Bonsoir à vous tous. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes. On est aujourd'hui en live pour débattre un thème qui est dans un contexte un peu particulier, celui de Covid-19. Alors, ce live a été conçu vraiment pour échanger ensemble sur certains aspects, soit sociaux, soit économiques, de la pandémie Covid-19 et ses impacts sur l'économie marocaine et les perspectives d'évolution de ces impacts. Alors, pour débattre de ceci, je suis vraiment ravi de paraître parmi vous, à côté de mes amis. Et pour cela, je dois vous présenter les gens qui vont participer avec nous à cette intervention. Bon, première chose que je dois clarifier avant de se lancer dans cette conférence, c'est que, s'il vous plaît, que notre live doit se répartir sur deux parties. La première partie sera réservée à une discussion de la situation, bien de l'explication de la nature de la crise et ses mécanismes même de transmission, et aussi de débattre des mesures et des politiques entreprises, soit au niveau mondial, soit au niveau du Maroc, pour contenir les effets de cette pandémie. Dans une deuxième partie, on va réserver pour faire lancer une discussion sur les perspectives d'évolution de cette pandémie, soit au niveau économique, social et ses impacts. Alors là, on sera dans la mesure de discuter certains aspects d'une manière objective et sans langue de bois. Alors, sans tarder, je vous présente nos intervenants. On aura avec nous aujourd'hui Monsieur Abouziane Tabaji de Fès, Ok. enseignant-chercheur de la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Meknès. Monsieur Rachid Sadghi, docteur en sciences économiques et lauréat de la faculté sciences économiques et de Meknès. Et aussi notre sociologue Saadine Igaman de la faculté de Fès. Alors, je suis ravi vraiment de paraître à côté de vous, mes amis, pour discuter un thème si important comme celui-ci. Alors, pour commencer, je fais un petit rappel sur la chronologie de développement de cette pandémie. Alors, Covid-19, ou bien coronavirus, est une pandémie qui a commencé en Chine, exactement à Wuhan, dans la province de Hubei. Alors, en janvier, c'était qualifié d'épidémie pour se transformer en janvier à une pandémie mondiale. Alors, par la suite, il y avait une propagation du virus partout en Asie centrale, puis en Europe et puis en Afrique, ce qui a imposé certaines mesures de limitation de la mobilité des gens, de confinement, ainsi de suite, ce qui a impacté négativement l'économie et l'aspect d'autres au niveau économique et au niveau social. Alors, pour discuter de ceci, ma première question sera adressée à Monsieur Bouziane Tabaji. Alors, par rapport, moi, la première question, on se pose toujours cette question par rapport à la nature de cette pandémie, ou bien, c'est quoi vraiment au niveau de la crise? On parle de crise économique. Et quelle est la nature de cette crise? Et quels sont ces mécanismes et quels sont ces mécanismes de transmission? À vous la parole, Monsieur Tabaji. Cette occasion de discuter sur ce thème si intéressant d'actualité qui nous touche tous. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien rappeler un principe économique de base sur lequel on se met d'accord tous, c'est au niveau de l'économie, comment il fonctionne. Donc, de façon très simplifiée, l'économie fonctionne quand on a de la production et de la consommation et le financement pour assurer les deux. Donc, quand il y a une crise, c'est-à-dire c'est le moment où il y avait un choc qui va intervenir soit au niveau de la consommation, soit au niveau de la production, ce qui ralentit l'activité économique et il y aura des impacts à la fois économiques, à la fois financiers, à la fois sociaux, etc. Donc, pour dire, c'est que cette pandémie a constitué un choc important au niveau de la production, au niveau de la consommation. Je rappelle, on revient au niveau de la chronologie de la crise. Ça a commencé à partir de novembre au niveau de la Chine et ça s'est ressenti au niveau mondial à travers la baisse de la production.
soit en Europe, soit aux États-Unis, etc. Donc, le contexte économique international et financier au niveau international n'était pas du tout favorable pour recevoir une telle crise au niveau de cette situation. Donc, il y avait les retombées des crises qui sont financières, des crises qui sont économiques, des problèmes commerciaux entre la Chine et les États-Unis, des problèmes de Brexit au niveau de l'Europe. Le Maroc, il était en train de préparer son modèle de développement. Donc, tout ce contexte-là, on a reçu une crise qui est hors système économique, hors système financier, une crise qui est purement sanitaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au niveau lorsqu'on a ressenti la crise sanitaire, on était obligé de fermer, de se confiner, etc. Ça a commencé en Chine, puis en Europe, puis ici au Maroc au niveau de mars, et cela a limité nos niveaux de production. Plus encore, on s'est orienté vers la production de d'autres produits, à savoir des infrastructures qui sont caractère sanitaire, des produits sanitaires, des produits de base, etc. Donc, ce qui a donné un choc inédit. C'est une crise qui n'a jamais produit depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a revu à la baisse tous les indicateurs économiques et financiers et qui s'est propagée à travers, voilà, c'est une pandémie qui est contagieuse, très fortement contagieuse, qui a contaminé l'Europe, puis qui a contaminé l'Afrique par la suite. Et le Maroc n'a pas échappé et ça a commencé au Maroc à partir de mars dernier et ça se ressentit également ici au niveau économique marocain. On l'a ressenti, on était obligé de se confiner, on était obligé de réduire nos niveaux de production, des entreprises qui ont été obligées de fermer leurs portes, des personnes qui se trouvaient au chômage. Donc tout cela, tous ces indicateurs nous donnent qu'il s'agit bien d'une crise qui s'est transmise de façon mondiale, de façon internationale et qui a donné naissance à tous ces problèmes à la fois économiques, financiers, sociaux, etc., etc. Donc, c'est le contexte général dans lequel s'est apparue cette crise-là. Et voilà, et ce qui a nécessité de prendre des mesures qu'on va les développer par la suite avec notre discussion. D'accord. Alors, d'après ce que vous avez expliqué, Monsieur Tabaji, que la crise, c'était à la fois un choc sur l'offre et un choc sur la demande, ce qui est, c'est un choc extérieur, ça veut dire hors de système ou bien c'est système économique, financier, ce qui va engendrer un certain déséquilibre. Alors maintenant, ma question, je m'adresse à Monsieur Sadghi pour parler de cet impact, vraiment cet impact ou bien de la crise en soi, la crise économique. Lorsque je parle de crise économique, alors il y a toujours cette comparaison qui se fait entre la crise de 1900, par exemple, 29, 2008 et cette crise. Alors, qui fait la différence entre la crise, par exemple, 2008 et la crise 1929 et la crise actuelle? À vous la parole, cher ami. Alors, merci, cher ami. Voilà, tout d'abord, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'aimable invitation pour participer à ce panel. Et à côté de mes chers amis Saadine Gaman et M. Abouziane Tabaji, que je tiens à saluer également d'avoir accepté donc de participer à ce webinaire sur un sujet d'actualité. Hein, voilà, le Covid-19 et la crise économique qu'il provoque. Et voilà, pour revenir à ta question, je commencerai tout d'abord par dire que la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est une crise tout d'abord singulière, c'est une crise particulière et sans précédent. Donc, à tout point de vue, elle est à la fois, donc, pour certains, à la fois une crise de l'offre et de la demande, mais pour une meilleure description de cette crise-là, je vais dire que on assiste aujourd'hui à une mise en quarantaine de l'appareil productif, à une mise en quarantaine des moyens de production et donc à une mise en quarantaine de toute l'activité économique. Et avant d'aborder la question de la particularité de la crise, permettez-moi, chers amis, de revenir un peu sur un peu de contexte, parce que c'est nécessaire de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, et pourquoi, voilà, tout, et pourquoi parler déjà de cette crise aujourd'hui. Parce que, juste, question d'impact, question qu'a évoqué déjà monsieur Dabaji, donc les impacts sur l'économie et la difficile tâche, en fait, de mesurer ces impacts sur la crise économique ou bien l'économie marocaine aujourd'hui et toute l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout dépend aujourd'hui de l'évolution
d'un virus, hein. Ça veut dire une variable exogène dont on ne maîtrise rien et un virus dont on ignore encore beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, le fait de, par exemple, prévoir à ce stade d'une manière chiffrée l'impact de la crise sanitaire provoquée par Covid-19 sur l'économie marocaine ou bien l'économie mondiale, donc serait un peu illusoire. Mais par contre, je citerai un peu quelques chiffres juste pour dire que c'est difficile aujourd'hui de prévoir. Parce que au départ, si vous vous rappelez très bien, au début de l'épidémie, la Banque centrale, Banque Maghreb, aujourd'hui, a tablé. Il y a un problème de son, cher ami. Je ne sais pas où il s'agit. Il y a un problème de son. Donc, comme j'ai dit, Banque Maghreb a annoncé au début donc une prévision de 2,3% de croissance pour l'année 2020. Et donc, là, vous le remarquez, donc, après toutes ces évolutions-là, que ce chiffre-là avancé par Banque Maghreb, il est de très loin une borne peut-être supérieure, alors que la borne inférieure doit se situer vraisemblablement en territoire négatif. Et c'est ce qu'a prévu le Fonds monétaire international avec une croissance, ou bien avant même, je resterai dans la logique des institutions nationales tout d'abord, le Centre marocain de la conjoncture qui a pronostiqué donc une croissance de 0,8% au tout début de la crise pour ensuite revoir donc ce taux et le revoir surtout à la baisse, hein, dans sa dernière note d'information. Ce dernier centre, donc, il table aujourd'hui sur une croissance qui doit s'élever ou bien qui doit s'établir, qui devrait plutôt s'établir à moins 3,2% de PIB en 2020. Donc, une décroissance de 3,2%. Et cette prévision-là, elle est en effet plus proche de celle réalisée par le Fonds monétaire international dernièrement, soit moins 3,7%. Mais ça, tout ça dépend d'un certain nombre d'hypothèses et dont l'hypothèse la plus importante est celle de l'évolution ou bien de l'allure que va prendre la courbe de l'évolution de l'épidémie. Donc, si on continue encore un mois de confinement, je crois qu'on passera donc facilement donc à une croissance encore plus, je dirais, plus mauvaise. Le Centre marocain de la conjoncture dit lui-même que ça peut atteindre moins 7% si on continue donc un mois de plus de confinement. Maintenant, pour revenir à ta question et la particularité, il faut tout d'abord décrire la nature de la crise dont on fait face aujourd'hui. C'est d'abord un choc de l'offre. Pourquoi? Parce que ça entraîne un ralentissement de l'activité économique, justement par le biais de démantèlement provisoire des chaînes de valeur nationales, mais aussi un arrêt définitif de l'activité et du secteur informel également. Il en résulte donc une hausse substantielle de faillite des entreprises, ou bien d'arrêt d'activité des entreprises, à la rigueur, et des entreprises en difficulté dans les deux secteurs, ça veut dire dans l'informel et dans l'informel, et par conséquent, donc une augmentation du chômage. C'est aussi un choc de la demande. Pourquoi? Parce que le confinement actuel, il touche en effet, et d'abord aux dépenses, je vais dire, de consommation. Par exemple, les sorties au café, au restaurant ont aussi un impact sur l'activité du fait de la distanciation sociale nécessaire pour le contrôle de la pandémie. La consommation privée étant aujourd'hui déprimée, étant donné donc de la réduction des espaces, je vais dire, de la consommation possible, les entreprises décident alors à leur tour de différer leurs investissements pour couvrir justement leurs charges de fonctionnement et assurer donc, je veux dire, un minimum de liquidité parce que c'est la crise, on est en temps de crise, donc beaucoup de précautions de la part des entreprises. C'est aussi la crise d'aujourd'hui, c'est aussi une combinaison d'un choc de demande et d'offres à la fois, lié en effet à l'arrêt de la chaîne de valeur internationale, mais aussi à la baisse, je vais dire, généralisée des revenus à l'étranger. La situation étant donc même au sein de l'économie nationale, donc à l'international comme au national aujourd'hui, le résultat donc est un recul des exportations et des importations, mais aussi des investissements directs étrangers, hein, dans un troisième point, et des transferts des Marocains résidant à l'étranger. Le compte courant, à son tour également, se trouve aujourd'hui sous pression, même que les réserves de même que pardon les réserves internationales de change. Tout ça
si vous le remarquez déjà, si vous le constatez, c'est les éléments clés, je vais dire, dans le modèle économique actuel de Maroc. Alors, par rapport à ta question maintenant, et d'une manière très directe, les dégâts provoqués par la crise économique mondiale provoquée par le Covid-19 aujourd'hui et qui se généralise à tous les continents et tous les pays aujourd'hui, et engendre donc une crise économique qui est aussi régulièrement comparée à celle de 1929 ou bien à celle de 2000, à celle de, je vais dire, de 2008. Voilà. Et pour dire, voilà, je vais citer quelques éléments. Au Maroc, par exemple, vers fin d'avril, plus de 900 000 salariés de la CNSS ont été déclarés en arrêt de travail et plus de 134 000 entreprises également, selon le ministre du Travail. Également, de côté, par exemple, parce que là, c'est mondial et c'est une crise, voilà, aujourd'hui qui se profile au niveau mondial. Aux États-Unis, quelques 30 millions de travailleurs américains ont déposé des demandes d'indemnité du chômage, et ce, malgré les milliards de dollars donc injectés donc par le gouvernement fédéral pour la relance. Tout ça, c'est pour dire qu'en réalité, la crise, ou bien le crash boursier de 1929, déclencheur d'une crise financière qui va se propager par la suite aux banques, puis à toute l'économie. Il faut signaler ça. Un crash boursier, une crise financière qui va se propager à toute l'économie. Donc, ça a commencé dans la sphère financière. Et ça a commencé, bien évidemment, on le sait tous, aux États-Unis d'Amérique pour aller ensuite en Europe, avec tout ça, avec son corollaire de faillite des entreprises et de millions de chômeurs qui en résultent, provoquant aussi des troubles sociaux et politiques. C'est cette période-là, en effet, qu'on appelle la Grande Dépression. Côté maintenant comparaison. En fait, la comparaison entre la crise actuelle et celle de 1929 ou bien celle de 2008 trouve des limites. Il a ses limites. Car en 1929, comme en 2008, le point de départ, c'était une crise financière, un crash boursier, une crise financière, donc alimentée par la spéculation, par des crédits toxiques et par des banques également trop fragiles. Donc des crises financières qui ensuite se sont étendues à l'économie réelle, des crises financières qui se sont étendues à l'économie réelle, tout le contraire de ce que nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une crise de l'économie réelle qui peut-être s'étend à la sphère financière et non pas le contraire. Donc, c'est un événement extérieur, c'est une épidémie, c'est un virus, c'est une variable tout simplement exogène qu'on ne maîtrise pas, qui provoque une crise sans précédent dans l'économie réelle et un arrêt de l'offre, les usines qui tournent plus ou bien qui tournent au ralenti, mais aussi une crise de la demande, parce que quand on est confiné, on ne consomme pas, bien évidemment. Donc, cette crise, elle n'est pas une crise boursière, ni une crise financière, ni une crise sectorielle. Elle est une crise globale, car elle met tout simplement en arrêt en grande partie l'appareil productif de l'économie mondiale. Je peux dire, c'est du jamais vu. Par contre, les références répétées à la crise de 1929, ils servent en effet de tout, je vais dire, de points de repère, okay, de repère mental. Pourquoi? Parce que ça permet de tenter d'appréhender la situation d'aujourd'hui, qui est une situation totalement inédite et qui provoque une forme de sidération. Or, la Grande Dépression de 1929, dans la mémoire collective, et là, je vais terminer par cette phrase-là. Donc, dans la mémoire collective, il provoque, comme j'ai dit, une sidération, et dans la mémoire collective de la population mondiale, en effet, il provoque, j'ai dit, l'incarnation de la catastrophe économique. Et donc, c'est les causes. Et si les causes et les mécanismes de ces crises ils ne sont pas similaires, il faut faire attention. Les conséquences risquent d'être les mêmes. Donc, faillite des entreprises, des secteurs sinistrés et une industrie voilà, qui s'effondre. Voilà, donc là, juste pour dire qu'on est sur les mêmes conséquences. Et donc, ce qu'il faut maintenant, ce que vous pensez, c'est les mesures, effectivement. À vous la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami Rachid. Alors, toujours, c'est un plaisir de vous entendre, mais bon, on est limité par le temps. Alors, pour résumer ce que vous avez dit en bref, que vous avez parlé d'une crise qui est à la fois un choc sur l'offre, sur la demande, une déstabilisation pour l'offre et une situation de déstabilisation des chaînes d'approvisionnement et de production au niveau international.
euh, et au niveau de la demande, avec des répercussions sur la consommation, sur l'investissement, ce qui a réduit, ce qui a défavoriser la demande et créer un certain choc sur les deux composantes ou bien les deux moteurs de l'économie. Alors, parlons de, vous avez parlé de la différence. Moi, je suis totalement d'accord puisque la différence est dans la destination, bien dans le sens de la transmission. Ici, on a une crise qui est surtout reliée à une crise sanitaire. Ça veut dire c'est difficile de prévoir quand ça va finir. Alors, on n'est pas en mesure de contrôler l'évolution de la pandémie, ce qui fait on est dans l'incapacité de maîtriser l'évolution de la crise ou bien l'impact de la crise. Alors qu'en 2008 ou bien en 1929, c'était une crise qui est surtout originaire d'un dysfonctionnement dans les mécanismes économiques, ce qui fait qu'on peut intervenir pour limiter les dégâts. Alors là, on ne peut pas intervenir, ce qui fait on espère que la pandémie soit contrôlée pour arriver à généralement dénombrer le nombre de morts et par la suite voir les conséquences économiques et sociaux. Merci, cher ami, je retourne vers vous par la suite. Et maintenant, je passe à notre cher sociologue, monsieur Saad. Alors, ma question, Saad, pour vous, c'est au niveau de, bien sûr, ça concerne l'aspect social. Alors, lorsqu'on parle d'une crise économique, on ne peut pas oublier l'aspect social. Alors, une crise qui engendre des impacts au niveau économique, des impacts au niveau social, et surtout lorsqu'on parle du Maroc, un pays où l'économie est basée sur le secteur informel. Ce qui fait que, déjà lorsqu'on évoque le secteur informel, c'est plein de problèmes sociaux. À vous la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher Youssef, d'avoir organisé ce débat intéressant. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivent actuellement. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui en compagnie de nos chers amis et collègues, chers Abouziane et chers Rachid. Je suis très ravi d'être parmi vous pour débattre ce sujet encore chaud et d'actualité et qui demande par conséquent beaucoup de vigilance et de recul. Surtout, je parle ici de recul historique, principalement en ce qui concerne les politiques socio-économiques, un recul qui nous permet de comprendre notre présent, mais on reste malheureusement, dans la majorité des cas, incapable, comme vous l'avez dit, incapable, même avec ce recul, de prévoir ou de prédire l'avenir avec exactitude. C'est vrai que, par exemple, en sciences économiques, on a développé certains outils mathématiques et statistiques pour le faire, en économétrie, par exemple, mais on est tous d'accord que quand il s'agit de l'homme, ça reste très difficile de prévoir son comportement. Par rapport toujours à la question, je profite pour mettre l'accent sur le caractère multidisciplinaire et multidimensionnel de cette crise, une crise sanitaire, certes, au premier plan, mais qui n'a pas été sans conséquences sociales, économiques, psychologiques, etc., juridiques, etc. Donc, pour comprendre la nature de la crise et ses mécanismes, il faut appeler une approche plutôt, comme je dis, interdisciplinaire ou du moins multidisciplinaire entre l'économie et la sociologie. Par exemple, nous pouvons comprendre les choix et donc les différentes rationalités des différents acteurs. Le choix, par exemple, entre rester confiné et respecter le confinement, par exemple, et entre sortir et chercher à améliorer son revenu en se transformant en marchand ambulant, par exemple. À ce niveau, en plus des variables économiques, il y a les variables culturelles aussi qui sont déterminantes. Également, actuellement, on sent déjà les effets immédiats directs de cette crise, mais d'autres effets ne sont ressentis peut-être que sur le moyen, ne seront ressentis que sur le moyen et sur le long terme. La pandémie liée au coronavirus, certes une crise sanitaire, mais qui a le mérite de dévoiler plusieurs maux sociaux qu'on vit aujourd'hui au niveau national, mais également dans le monde entier, puisqu'on est devenu plus interdépendant, mais moins solidaire. Et on reprend les mots ici, je reprends les mots ici du sociologue Edgar Morin, qui parle du système capitaliste moins humanistique, dans lequel plusieurs pays développés aujourd'hui, dans ce système capitaliste, se sont posés le choix difficile entre économie et homme. Continuer le confinement pour passer au déconfinement et recourir à l'immunité collective. Donc la vraie question qui se pose ici, c'est qui fait l'autre? Est-ce que c'est l'économie qui fait l'homme ou bien c'est l'homme qui fait l'économie?
Donc, c'est une crise, que je dis, c'est une crise de rationalité et des choix rationnels. Donc, au niveau national, ce dilemme se pose aussi, mais avec moins d'importance. L'interdépendance entre les classes, elle est aussi là, mais certains types de solidarité sont là et se sont toujours développés. Donc, le cas, comme tu as dit, Youssef, le cas de l'informel et du commerce de proximité, il joue un rôle important au niveau de la solidarité entre classe moyenne, classe pauvre, etc. Et donc, les effets sociaux, ils peuvent être amortis par ces formes de solidarité. Donc, ces effets sociaux se ressemblent partout dans le monde, mais avec des degrés différents, degrés selon le niveau de développement des pays, selon la culture dominante. Et cette pandémie, et surtout les mesures liées au confinement et à la distanciation sociale, lorsqu'on parle de confinement, distanciation sociale, c'est contre la nature humaine, c'est contre le rapprochement social et c'est contre la liberté. Et donc, on a plusieurs mots sociaux qui ne se sont pas créés, donc ils ne se sont pas nouveaux. Ce sont des mots qui existaient déjà, mais il y avait une certaine accentuation de la violence domestique, par exemple. Donc, lorsque je parle de violence domestique, ce n'est pas seulement entre les couples, c'est aussi enfants, parents, etc. Il y a aussi accentuation des inégalités. Donc, je peux parler aujourd'hui de l'inégalité devant la maladie. Donc, dernièrement, on peut remarquer qu'il y a certains quartiers populaires qui sont plus touchés que d'autres, qu'il y a des ouvriers des usines qui sont plus touchés que d'autres, et aussi il y a problème de surface de la maison, l'architecture des maisons, etc. Donc, il y a certaines inégalités aussi au niveau des classes sociales. Donc, il y a aussi, lorsqu'on parle de l'enseignement, aussi, il y a les inégalités devant l'enseignement à distance. Donc, je dois avoir un lieu bien adéquat, du matériel, etc., une connexion, etc. Donc, je dois avoir plusieurs matériaux pour que je puisse suivre les cours à distance. Donc, la crise actuelle pourrait également accentuer les inégalités devant le chômage et devant la précarité. Donc, il y a plusieurs personnes, comme a dit Rachid, donc il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, des emplois qui étaient précaires. Donc, il faut revenir dans l'histoire pour comprendre pourquoi ces personnes sont dans cette situation aujourd'hui. En ce qui concerne les mécanismes de transmission de la crise, ces mots, donc je peux citer que le problème du cumul des inégalités, le problème du cumul des précarités, un deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de transmission de crise à travers les chaînes de valeur. Donc, si un secteur est touché, donc il y a les autres secteurs qui vont suivre par la suite. Donc, le dernier point qui concerne les amortisseurs d'accentuation de la crise. Donc, je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas citer tout, mais je vais essayer quand même d'être plus micro et de parler des mécanismes, premièrement, de l'informel qui constitue et qui avait toujours constitué une solution face à des mots, par exemple, comme le chômage, la précarité, etc. Il a constitué un moyen de débrouillardise et de résilience face à la perte d'emploi aujourd'hui, en cette période de confinement. En plus de son rôle de résilience, l'informel orienté spécialement vers l'intérieur porte également un aspect de solidarité. Donc aujourd'hui, lorsque le marchand ambulant passe devant moi, donc je peux acheter à moindre prix et il y a certaines proximités, etc. Donc lui aussi, il peut me dire que est-ce que tu peux être solidaire avec moi? Donc il y a une certaine solidarité donc, mutuelle. Également, comme deuxième amortisseur de crise, on trouve les mécanismes de solidarité surtout traditionnels, principalement se baser sur le sang, les relations de sang entre les parents, etc. Et donc, on a toujours ce lien sacré, familial, qui joue un rôle important au niveau de la solidarité mécanique, de la asabiya, considérée
par les pères fondateurs de la sociologie comme étant le ciment de chaque société. Enfin, je peux dire que le confinement est assimilé à une expérience sociale, comme dans les sciences naturelles. Une expérience qui continue aujourd'hui, qui n'est pas encore terminée et qui permet de tester le lien social. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant ce point. Merci. Merci à vous, Monsieur Saad. Alors bon, d'après ce qu'a déjà expliqué Saad, que l'impact social, il est évident lorsqu'on parle d'un pays comme le Maroc, un pays en voie de développement, dont le secteur informel constitue une part très importante et qui a constitué déjà une solution pour l'économie marocaine. Maintenant, ça peut constituer un problème, ce qui fait que l'État doit intervenir dans ce sens pour résoudre soit les problèmes, agir sur les problèmes économiques, mais aussi sur les problèmes sociaux. Alors maintenant,